Bonjour à tous. On attend juste 30 secondes que tout le monde se connecte et on va pouvoir commencer à parler résilience et bilan carbone. Top. Et ben, le temps que tout le monde arrive, je vais réintroduire ce pourquoi on est là aujourd'hui. Donc, juste quelques règles de bonne conduite. Normalement, vous avez d'office votre caméra et micro de désactiver quand vous rentrez, mais n'hésitez pas à l'activer si vous souhaitez prendre la parole. Euh, L'idée, c'est que ce soit aussi un moment d'échange. Donc, on va faire une première partie de présentation avec des experts, mais on aura 30 minutes pour échanger sur le sujet par la suite. Et donc, information importante, ce webinaire est enregistré. Ça permet aux personnes qui ne sont pas disponibles là tout de suite de pouvoir regarder le replay par la suite. Donc juste très rapidement, puisque la plupart d'entre vous le savent déjà, mais qui on est. Donc Mountain Rider, c'est une association de loi 1901 créée en 2001. On a pour objectif de sensibiliser et d'éduquer à la transition écologique, particulièrement sur les territoires de montagne, qui est notre terrain de jeu. Et donc notre slogan, c'est sensibiliser sans moraliser, travailler avec tous, faire du changement une démarche positive autour d'alternatives concrètes. Et donc, c'est pour ça qu'on se retrouve aujourd'hui. Vous avez de programmer un webinaire tous les mois et avec une alternance entre deux projets de l'association, une partie montagne zéro déchet sauvage en 2030 et aujourd'hui, ce qui nous rassemble, c'est le Flocon Vert, qui est une démarche labellisante pour les territoires de montagne, qui est à la fois un label et une démarche de progrès, qui a pour but d'engager et structurer la transition écologique des stations de montagne en impliquant l'ensemble des parties prenantes, et à la fois de donner au grand public une vision claire des destinations qui commencent à s'engager. Donc, on se retrouve une fois par mois, le jeudi, toujours à la même heure. Il y a déjà de nombreux webinaires qui ont été programmés et qui sont disponibles en replay, donc n'hésitez pas à aller les consulter. Notre prochain rendez-vous webinaire, justement, ce sera Montagne zéro déchet autour des bonnes pratiques de sensibilisation avec des exemples concrets qui seront présentés. Donc aujourd'hui, on fait comme d'habitude, un premier zoom sur le cahier des charges Flocon Vert, où c'est Lucie qui interviendra. On va ensuite contextualiser, clarifier les enjeux. Et pour le coup, Lucille de Green Cross pourra nous parler des notions d'atténuation et d'adaptation. On aura ensuite deux autres interventions, une du cabinet Take Care et, et un témoignage de la Plagne qui vont précéder un temps d'échange. Donc pour clarifier les choses, vous avez les têtes de chacun pour vous y retrouver. Et j'ai présenté donc très rapidement les choses. Je vais juste vous demander de vous exprimer sur vous. Quelle est votre perception de la résilience? Ça permet aussi de vous faire participer sur vous, ce que vous en comprenez, avant que nous, on puisse vous donner notre vision de ce qu'est la résilience et le bilan carbone. Donc, vous pouvez vous exprimer dans le chat où j'ai déjà un bonjour, mais n'hésitez pas à, à écrire un mot qui vous inspire lorsqu'on vous parle de résilience. Donc, on a acceptation, capacité à s'adapter à une situation qui évolue. On a la force, l'action, la volonté aussi, l'adaptation, l'ouverture d'esprit,
Ça, bah, c'est déjà des premiers retours intéressants. On a la prise de recul. N'hésitez pas à poursuivre, si ça vous inspire. Et je vais à présent, donner la parole à Lucie, chez nous, qui va faire un zoom sur le cahier des charges, Flocon Vert et donc vous Merci exprimer. Estelle. Mmh, à toi. Merci Estelle. Effectivement, je m'occupe comme tous les mois pour les webinaires Flocon Vert de ce petit point, un peu cahier des charges, un peu technique du cahier des charges Flocon Vert. Et aujourd'hui, on va vous présenter le critère de la résilience dans son ensemble. Ça va être mon rôle. Et puis après, on va faire un focus sur ce webinaire, particulièrement sur la notion de bilan carbone et ce à quoi sert en fait la réalisation d'un bilan carbone et ensuite d'un plan d'action pour la réduction des émissions carbone dans une logique de résilience pour les territoires de montagne. Et si la résilience et les bilans carbone, on les a placés dans cette thématique qui est la thématique gouvernance et résilience de notre cahier des charges. Bon, c'est inscrit dans le titre, hein, vous me direz. Mais si on l'a mis dans cette thématique-là aussi en lien avec la gouvernance, c'est parce que on a voulu construire le cahier des charges en mettant ces deux sujets l'un à côté de l'autre, parce que c'est des sujets qui sont tous les deux des sujets de pilotage. Parce que la résilience, c'est un sujet qui est éminemment stratégique et qui est aussi la pierre angulaire de la transition. La résilience, au sens propre, c'est la capacité à continuer à fonctionner en cas d'épisode perturbant, en cas de crise. Et la crise écologique qu'on est en train de vivre, qui va s'accentuer, qu'on va continuer à vivre, est par essence une succession d'épisodes perturbants. Et ces épisodes perturbants, il va falloir qu'on s'y adapte, il va falloir qu'on apprenne à y répondre, il va falloir qu'on apprenne à les anticiper pour pouvoir continuer à fonctionner d'une part et pour pouvoir aussi continuer à transitionner d'autre part. Donc c'est fondamental qu'on réussisse par une gouvernance qui sera transformée, par une façon d'aborder les sujets qui va être un peu modifiée, qui va être transformée, à aborder ces sujets de résilience et à se préparer aussi à cet avenir qui est de plus en plus incertain et à apprendre à gérer aussi cette incertitude. Si tu veux passer la slide d'après, je vais commencer un peu à vous préciser ce que ça veut dire, la résilience dans le cahier des charges Flocon Vert. Parce que pour nous, évaluer la résilience des territoires, c'est en gros, du coup, évaluer la capacité des territoires à amortir les chocs, à amortir les crises qu'on est en train de vivre et qu'on va continuer à vivre, pour évaluer la capacité aussi de ces territoires à ne pas dévier de la trajectoire de durabilité qu'on se sera fixée ensemble, et pour évaluer leur capacité à continuer à poursuivre des objectifs durables, y compris dans des instants de crise ou dans des instants de perturbation qui sont importants. Et ça passe par plusieurs sujets, les sujets qu'on a tenté d'aborder dans ce cahier des charges, à commencer par la gestion des risques. Gérer les risques, ça veut dire commencer par faire un diagnostic des risques qu'on connaît et dont on a jusqu'ici l'habitude, qui sont les risques naturels majeurs, qui sont réglementaires, qui sont pris en compte dans des plans qui sont aujourd'hui des habitudes des territoires, qui sont ancrées dans un contexte législatif et dans un contexte qui est bien connu des territoires. Mais c'est aussi apprendre à appréhender des nouveaux risques, des risques qui sont émergents, des risques dont on a moins l'habitude. Et c'est des nouvelles perturbations. On en a déjà vécu plusieurs. On a déjà fait preuve de résilience collectivement sur les territoires de montagne face à ces nouveaux risques. C'est le Covid-19, par exemple. C'est des pénuries énergétiques on a commencé à toucher du doigt ces sujets-là. Et il est certain qu'à l'avenir, on y sera confronté de plus en plus souvent. Donc, c'est savoir faire un diagnostic de ces risques et savoir aussi élargir la notion de risque pour pouvoir étendre un peu le champ de ce que l'on prend en compte et accroître notre capacité à anticiper ces risques-là et donc à se prévenir un peu de leurs impacts pour continuer à fonctionner sur les territoires de montagne et ailleurs, continuer à préserver la population locale et à mener nos actions en faveur de la transition. Au-delà de la gestion des risques, ce qu'on entend dans la résilience, c'est aussi s'adapter au changement climatique, puisqu'une fois qu'on a diagnostiqué les risques, qu'est-ce qu'on fait pour essayer de s'adapter à cette situation qui est changeante, qui est perturbante? Donc c'est mieux connaître les changements en cours et à venir pour augmenter nos capacités à s'y adapter. Et là passe un travail essentiel qui est celui de se prêter au jeu de la projection, pour identifier sur les territoires sur lesquels on vit les ressources qui sont présentes et ou qui sont manquantes pour répondre à d'éventuelles perturbations, à d'éventuelles crises. Et là, parmi les ressources que les chercheurs
qui travaillent sur l'effondrement pointent qui sont particulièrement nécessaires pour réussir à s'adapter à ces changements climatiques. Il y en a 2 qui sont fondamentales et qu'on voulait commencer à vous citer aujourd'hui, qui sont celles d'instaurer la confiance et celle de préparer un terreau de solidarité. Pour ceux qui sont un peu familiers du cahier des charges Flocon Vert, vous reconnaîtrez dans ces deux sujets, des sujets qu'on essaye d'aborder et de distiller tout au cours du cahier des charges, pas seulement dans ce critère de résilience, mais quand on parle de liens sociaux, quand on parle de lieux de rencontre, quand on parle d'une gouvernance, qui est de plus en plus partagée et quand on parle, de globalement recréer du lien et du réseau, sur les territoires, entre les territoires. C'est vraiment dans cette veine-là qu'on veut avancer, qu'on veut pousser les territoires en fait à être solidaires les uns des autres et solidaires en eux pour préparer aussi cette forme de résilience. Donc il y a un vrai travail prospectif, en plus de la sensibilisation et de la formation aux enjeux, qui est à mener sur nos territoires de montagne. Ensuite, le troisième donc indicateur de notre critère résilience, c'est celui de l'atténuation des changements climatiques. C'est celui qui va particulièrement nous intéresser aujourd'hui, puisque c'est là qu'on parle du bilan carbone. Et là, on vient voir si les territoires donc, ont réalisé leur bilan carbone, quel type de bilan carbone, à quelle échelle, et quel type de mesures ensuite, de quel type d'outils, de quel type d'actions ils se dotent et ils choisissent de mettre en œuvre pour participer à la réduction de leurs émissions. Cet outil bilan carbone, on l'inscrit dans le critère de résilience parce qu'il permet aux territoires d'avoir une première prise sur des actions qu'ils sont capables de mener, de prendre conscience de leur pouvoir d'agir et d'agir pour aussi contenir les changements en cours et à venir ou contenir du moins la part de leurs émissions qui participent à ces changements qui sont en cours et à venir. Donc le bilan carbone, c'est un outil pour anticiper les évolutions. C'est un premier outil qui nous permet d'engager ce travail prospectif sur les territoires et de mener des actions qui participent à la transition, à la transition des destinations. C'est aussi réussir à se projeter en fonction de plusieurs scénarios et donc commencer à toucher à la notion d'incertitude, à la notion de prospective, à la notion de projection. Et tout ça, c'est des changements qui sont profondément culturels, profondément systémiques. Réussir à aborder cette notion d'incertitude et être de plus en plus à l'aise avec ça. Et ces changements qui sont culturels, le cahier des charges a, de sa petite hauteur, une petite vocation à essayer de commencer à les instituer dans les territoires de montagne au moins. Et enfin, le quatrième indicateur de notre critère résilience, c'est celui des engagements stratégiques. Et par là, on entend en fait que le territoire, il réfléchit la transition et il réfléchit la transition partout, tout le temps, sous tous les prismes, sous tous les angles. Et ça, pour accroître fondamentalement sa résilience, puisque c'est un sujet qu'il est indispensable de traiter, d'un point de vue social, d'un point de vue économique et d'un point de vue environnemental, si on veut réussir à avoir une stratégie qui soit globale, qui soit transversale et qui n'oublie pas l'un des aspects majeurs de cette transition. Voilà, pour moi, Estelle. Ouais, Pour le point cahier des charges, je vous laisse super. reprendre la suite pour le témoignage de nos experts. Merci beaucoup, Lucie. Je pense que c'était très clair. On va laisser tout de même Lucie Pilot, donc chargée de projet chez Green Cross France et Territoires, prendre la parole pour justement nous éclaircir ces notions d'atténuation et d'adaptation. Donc, je laisse Oui. Lucie, j'enlève mon partage d'écran pour que tu puisses partager le tien. Alors, hop, juste un petit peu. Vous voyez mon écran? Attends, je vais juste réussir à le mettre en plein écran pour moi parce que je suis un peu. Ah mince. Hop, désolée. Pas de souci. Tu me dis si tu préfères que ce soit moi qui... Là, ça devrait aller. Oui. Parfait. Hop.
Ok. Donc pour vous présenter rapidement Green Cross, donc moi je suis chargée de projet et Green Cross c'est un réseau d'ONG international donc qui a été créé par Gorbatchev en 93 après le sommet de la Terre de Rio. Et donc nous on est la branche française qui est présidée par Jean-Michel Cousteau et qui est dirigée par Nicolas Imbert. Et donc, notre ONG, elle contribue souvent à donner des clés pour agir, accentuer la transformation écologique. Et on s'appuie notamment sur notre méthodologie des vulnérabilités à la résilience. Donc, pour avoir une action, enfin une approche territorialisée, assez systémique, pour travailler sur les enjeux de vulnérabilité, les menaces et directement les mettre en rapport avec des pistes de solutions et mobiliser les acteurs de manière assez large. Et donc, dans ce cadre, on travaille sur l'adaptation des stations de montagne aux effets du dérèglement climatique depuis quelques années. Donc pour faire un petit point sur les notions d'adaptation, atténuation, donc selon le GIEC, l'adaptation, c'est donc c'est pour les systèmes humains une démarche d'ajustement au climat actuel ou attendu et à ses conséquences. Donc pour soit atténuer les effets préjudiciables ou exploiter les effets bénéfiques. Et pour les systèmes naturels, ce sera une démarche d'ajustement au climat ainsi qu'aux conséquences. Et donc, les chercheurs du GIEC notent que l'intervention humaine peut faciliter l'adaptation des systèmes naturels aux effets du dérèglement climatique. J'ai mis un petit exemple pour les stations de montagne, par exemple, ce serait donc de transformer l'offre touristique pour faire face aux conditions d'enneigement qu'on peut anticiper dans les années à venir. Et pour les écosystèmes de montagne, c'est par exemple la remontée de la végétation en altitude qui a été pas mal étudiée, notamment par des chercheurs suisses avec des images satellites de la chaîne des Alpes. L'atténuation, donc à l'inverse, ce serait l'intervention humaine pour réduire les sources ou renforcer les puits de gaz à effet de serre. Et donc, par exemple, en station de montagne, ce serait accélérer la rénovation énergétique des bâtiments pour consommer moins d'énergie, réduire les émissions qui sont liées au chauffage. Bien sûr, donc les deux actions d'adaptation et d'atténuation, elles ne sont pas opposées l'une à l'autre, mais à mettre ensemble. Et donc, le GIEC préconise des actions d'adaptation et d'atténuation dans une stratégie plus globale. Donc pour revenir sur l'action de Green Cross, sur la résilience des stations de montagne, notre première action a été de poser le cadre et on a identifié 11 domaines d'analyse regroupés en 3 pôles. Et pour chaque domaine d'analyse, donc il y a des actions d'atténuation et d'adaptation à mener, parfois plus l'un que l'autre, parfois les deux en même temps. Donc par exemple sur les écosystèmes, on a climat et qualité de l'air, eau, agriculture, alimentation, santé, biodiversité, forêt et sol. Dans les activités, on a évolution des modèles touristiques, les infrastructures et l'énergie, les mobilités et l'économie circulaire, la gestion des déchets. On a aussi un pôle rayonnement, donc là qui s'applique plus directement aux stations de montagne et qui est relatif à la stratégie territoriale donc de chaque territoire, avec l'innovation, l'entrepreneuriat, la mise en réseau. La notoriété et le leadership, ainsi que les cohésions à la fois géographiques, sociales, générationnelles. Notre deuxième saison de travail sur la résilience des stations de montagne, elle était plus portée sur la mobilisation des acteurs et donc l'activation des transformations. Donc, on a travaillé sur 4 priorités en particulier, identifiées d'après notre première saison, qui étaient donc changer d'échelle dans la rénovation énergétique des bâtiments. Donc là, on est plus sur de l'atténuation des effets du dérèglement climatique. On a évolué du tout ski vers un tourisme responsable multisaison, qui là est plutôt de l'adaptation, mais qui peut aussi avoir quelques actions d'atténuation, notamment via la renaturation de certains espaces. On a le développement de la résilience eau et alimentaire en station de montagne, qui pareil, la mêle vraiment atténuation et adaptation, et renforcer les cohésions, notamment via les mobilités, avec par exemple la fin du samedi, enfin, c'est-à-dire plus étaler les arrivées et les départs tout au long de la semaine, et développer
solutions de mobilité alternatives pour éviter notamment les embouteillages pendant les pics touristiques. On a mené un séminaire de travail qui s'est tenu du 9 au 11 janvier à Bourg-Saint-Maurice. Donc, on a réuni 120 socioprofessionnels avec plusieurs territoires voisins et des territoires un peu plus éloignés, donc comme le Val d'Aoste, la Suisse et le Briançonnais. Euh, et donc un cahier de recherche on a publié pardon, un cahier de recherche, avec, en partenariat avec l'Institut pour la recherche de la Caisse des dépôts. Donc, j'ai mis un lien sur la présentation que vous verrez peut-être pas, mais tout est disponible, sur notre, site web. Et j'ai mis, quelques exemples de propositions, qui sont ressorties donc de ce séminaire et de ce travail de veille, bibliographique qui a été fait en amont. Comme par exemple retravailler l'habitabilité de la montagne, pour maintenir, les jeunes et les actifs au cœur des territoires. On a appuyé la réglementation contraignante pour, accélérer, financer la rénovation avec des projets d'avant-garde, on a mis pas mal d'exemples, et de retours d'expérience des territoires à chaque fois. On a aussi une proposition forte qui est d'améliorer la résilience alimentaire, notamment en dédiant, un maximum de foncier, pour les projets d'agroécologie, de favoriser des dispositifs d'achat aussi du foncier, et mettre en place une agroécologie diversifiée, de proximité et on peut utiliser l'outil des programmes alimentaires territoriaux pour, par une offre sollicitée, pardon, heu utiliser la demande pour, solliciter une offre, sur les territoires, de haute montagne. Souvent ces propositions et ces actions, elles mêlent à la fois atténuation et adaptation et on voulait, insister sur, le fait qu'il s'agit d'une stratégie, globale, d'un plan d'action où chaque action doit être un peu, coordonnée et aller dans une logique, dans une même logique. Donc pour finir, on travaille actuellement sur une saison 3, hem, pour mettre en place des projets démonstrateurs autour de 4 priorités, donc l'urgence eau, travailler sur la disponibilité, les différents usages, les risques naturels, notamment, inondations, glissements de terrain et cetera. On travaille sur le choc d'offres en faveur des mobilités douces, et donc comment, diversifier les usages de la mobilité et donc réduire l'usage de la voiture individuelle, grâce à une meilleure offre. La diversification touristique en lien avec la résilience alimentaire, donc par exemple insister beaucoup sur, l'agrotourisme, et le développement d'un tourisme un peu, patrimonial et agricole. Et donc cette diversification touristique, elle pourrait aussi prendre en compte la sobriété et l'autonomie des territoires. Et enfin, 4e priorité sur la différenciation des enjeux et des modèles entre la moyenne et la haute montagne, parce qu'on a eu pas mal de retours d'expérience, des massifs du Jura et des Vosges, par exemple, où, on voit que, on a un report, déjà, du tourisme, des stations de moyenne montagne qui ont déjà plus de neige vers les stations de haute montagne et une transition qui est, peut-être parfois plus avancée, mais en tout cas différente entre, la moyenne et la haute montagne avec, des inspirations qui peuvent être communes et des stratégies qui doivent quand même être, différenciées l'une et l'autre. Donc voilà, on est actuellement à la recherche de partenaires financiers et d'un lieu, soit dans les Alpes du Sud, soit dans le massif du Mont Blanc pour, le prochain, séminaire. Voilà. Eh ben, merci, beaucoup Lucile, c'était très clair. Et donc je vais, passer la main à Fred, et de Take Care qui va justement rentrer, dans le vif du sujet, du bilan carbone, sur comment ça fonctionne, les enjeux, les limites. À toi la parole. Allez, merci. Tac, vous me dites si c'est OK. Est-ce que vous voyez bien là ma belle planche en tout cas pour l'instant? C'est tout bon. OK, du coup, merci pour l'invitation. Je suis ravi là de témoigner de ce que l'on observe sur le terrain, en tout cas sur les émissions de gaz à effet de serre. Ce que je vous propose là au programme, donc j'avais 15 minutes, donc je vais essayer de faire ça en 15 minutes. Je vous parle un peu de mon équipe quand même. Pourquoi c'est important de faire son bilan carbone? Qu'est-ce que c'est un bilan carbone d'ailleurs?
Et ensuite, je vous ferai un petit retour d'expérience de la Compagnie des Pyrénées qu'on a accompagnée il y a 2 ans et que là, on continue d'accompagner encore aujourd'hui. Et ensuite, je vous propose de vous parler aussi des limites du bilan carbone. Et là, je compte sur vous. J'aimerais bien que vous me proposiez quelques idées. Quelle est votre vision? Il y a un petit R là, au côté du bilan carbone, parce que c'est une marque déposée tout simplement par l'ADEME, où il faut faire attention à son utilisation. Donc, je commence par l'équipe. Donc, Taker, du coup, on a 3 ans maintenant. On s'est lancé avec trois fondateurs, là, Eric, Benjamin et moi-même, parce qu'on était à un tournant de notre vie qui était important et autour duquel on voulait commencer à donner du sens et avoir de l'impact. Même âge à peu près, même vision, même valeur. Et aujourd'hui, on est une vingtaine, on est situé à Toulouse. Et notre mission, bah voilà, c'est écrit là, hein, c'est vraiment accompagner les organisations pour générer de l'impact, en fait. Donc, c'est mesurer et réduire leurs émissions de gaz à effet de serre. Il y a plein de beaux logos là. Les principaux qui sont les plus importants, à mon sens, c'est qu'on est entreprise à mission. Donc, c'est-à-dire que dans nos statuts, en fait, on a notre mission qui est déclinée en objectifs statutaires. Et chaque objectif statutaire en objectif opérationnel, voilà, qu'on pilote, qu'on suit et dont on est audité aussi pour assurer le maintien de notre statut à mission. Et ensuite, peut-être si je devais en choisir un de ceux-là, c'est peut-être le logo de la PCC et de l'ABC, qui sont les communautés des professionnels du climat. Donc la PCC, par exemple, c'est l'association des professionnels du Conseil pour le climat. Et moi, je suis représentant de la PCC en Occitanie. Voilà. Et je suis aussi formateur au bilan carbone petit r, hein, donc le vrai bilan carbone, pour l'Institut de formation carbone, qui est le seul institut aujourd'hui en France autorisé à délivrer des formations. Ce qu'on vend à nos clients, c'est une solution globale de management du carbone, c'est-à-dire qu'on a un outil qui est développé en interne, donc en mode SaaS, donc Software as a Service, c'est-à-dire qu'on peut se connecter dessus depuis n'importe où, et puis une équipe de Carbon Killer. Voilà, donc moi, sur les 3 associés, moi, je suis le chef des opérations, donc c'est moi qui suis sur le terrain avec les clients. Voilà, on est une petite dizaine de Carbon Killers dans l'équipe. Le reste de l'équipe, ils sont 5 devs et puis 4 ou 5 au market et commercial. Bon, là, c'est pas mal de logos aussi, mais ce qui est intéressant, c'est là, ce que j'entoure avec ma souris, c'est qu'on a une composante tourisme quand même qui prend pas mal de place chez nous. Les autres sont l'industrie plutôt aéronautique, je dirais, et l'agroalimentaire. Et le tourisme, il arrive en 3e position là, de nos clients, et donc notamment avec pas mal de stations de ski. Pourquoi c'est aussi important de faire son bilan carbone, outre le fait de pouvoir avoir quelques points sur le flocon vert? Déjà, parce que je pense que vous êtes tous au courant qu'on a de plus en plus chaud et qu'il y a de plus en plus d'événements climatiques qui nous font peur. Nous, aujourd'hui, en France, ça nous fait peur et d'autres pays, c'est meurtrier. Donc, il y a vraiment une urgence climatique. On sait aujourd'hui qu'elle est 100% liée à notre activité humaine, ce qu'on appelle l'activité anthropique, et qu'il y a presque la moitié de la population, en fait, qui vit dans des contextes très vulnérables. Donc là, aujourd'hui, on parle plutôt montagne, mais il y a d'autres pays où c'est bien plus catastrophique que ça, qu'il y a des gens qui vont pas pouvoir rester, tout simplement habiter. Donc, il va y avoir beaucoup de migration climatique. Et la bonne nouvelle, c'est que le GIEC nous dit aussi qu'il y a des solutions qui existent, et notamment en premier la sobriété, et ensuite la techno avec des technos d'efficacité énergétique ou innovantes. Et puis réduire la viande, c'était pour la petite blague, parce que je suis végétarien. Donc ça, c'est l'aspect pourquoi c'est important pour notre planète finalement et le vivant, j'ai envie de dire. Ensuite, de manière plus opérationnelle et j'ai envie de dire business, les entreprises aujourd'hui qui ne s'occupent pas du carbone, bah, potentiellement, ils peuvent ne plus respecter le cadre légal parce que maintenant, il y a de plus en plus d'entreprises qui sont soumises à un cadre réglementaire. Donc aujourd'hui, c'est plutôt les grosses, hein, celles qui font plus de 500 salariés. Et demain, quand je dis demain, c'est au 2026, ça va être les plus de 250 salariés. Donc là, déjà, ça commence à toucher beaucoup d'entreprises. Ça peut être aussi ne pas répondre à l'ambition de la DSF. Donc la DSF, je ne sais pas si vous savez, mais ils ont l'ambition d'être neutre en carbone en 2037 sur les scopes 1 et 2. Donc on va revenir sur les notions de scope tout à l'heure, mais c'est essentiellement les dépenses énergétiques.
Potentiellement, on peut perdre des clients. Donc, par exemple, si je suis pas au flocon vert et que la station à côté de moi, les flocons verts, ben, peut-être que les skieurs vont préférer aller à côté parce qu'il y a une démarche, il y a une démarche intelligente qui est mise en route. On voit plus en plus de clients qui viennent de la part de leur banquier parce que le banquier, en fait, quand il prête des sous, lui, avant tout, il gère le risque. Et si l'entreprise à qui il prête ses sous ne gère pas le risque climatique, bah, ça l'embête un peu. Donc, il peut ne pas financer. Il peut ne plus financer, comme ça s'est vu avec la BNP qui a refusé de financer un de nos clients qui est dans la recherche de pétrole. Ou alors, il peut monter ses taux d'intérêt. Et ça, là, il y a 3 ans, j'aurais dit ça en mode pipeau parce que c'est nous qui l'avions imaginé. Mais avec 3 ans de recul, je peux vous dire que tous les jours, on a des clients qui rentrent dans ces cases-là. Ce qui motive aussi à s'occuper du carbone, c'est la marque employeur. Donc aujourd'hui, on voit notamment dans le milieu industriel, il y a beaucoup de difficultés là, à recruter des jeunes parce qu'ils sont en demande d'une démarche sociétale et à minima environnementale. Et ça peut aussi subir de plein fouet la hausse de l'énergie parce que réduire ses émissions de CO2, c'est aussi réduire ses consommations énergétiques et donc être plus résilient, pour utiliser un mot qu'on a utilisé tout à l'heure, justement sur les crises de l'énergie. Qu'est-ce que le bilan carbone? Donc là, je vous propose de rentrer un peu plus en détail dans ce que c'est vraiment, et après, on va voir comment ça se traduit du coup chez la Compagnie des Pyrénées. Donc le bilan carbone, c'est assez simple en fait, c'est que des sommes et des multiplications. Donc en gros, on va récupérer une donnée physique d'une entreprise. Donc ça peut être là, puisqu'on parlait d'énergie, ça peut être des kilowattheures consommés dans l'année, et on va les multiplier par un facteur d'émission. Donc, par exemple, en France, on sait qu'avec le mix énergétique nucléaire, éolien, solaire, etc., en moyenne, sur le réseau, quand vous consommez 1 kWh d'électricité, ben, il a fallu à peu près 50 grammes de CO2 pour le fabriquer. Et donc ça nous donne ben, une émission de gaz à effet de serre. Ça peut être un nombre de skis, par exemple, j'ai acheté tant de skis pour mes moniteurs, si je suis à l'ESF. Et ben, le ski, on sait que pour être fabriqué, il faut, je crois que c'est 22 ou 23 kg de CO2. Et bien donc, on a une émission de gaz à effet de serre pour l'ensemble du parc des skis d'une école. Il y a une méthodologie derrière qui est très robuste, qui a été initiée par notre ami Jean-Marc Jancovici, que vous voyez à droite, au début des années 2000. Qui a été reprise par l'ADEME en 2010 suite à la loi Grenelle, je ne sais pas si vous vous en souvenez, à l'époque de Jean-Louis Borloo, qui avait imposé à toutes les entreprises de faire un bilan réglementaire des entreprises de plus de 500. Donc là, ça a pris un peu plus d'ampleur. Ils ont créé l'ABC, qui est l'Association pour la transition bas carbone, qui aujourd'hui manage en fait la méthode, manage la formation et le réseau des acteurs dont je fais partie. Les principaux facteurs d'émission qu'on utilise, on les retrouve, ils sont publics sur le site de l'ADEME. Vous tapez base empreinte sur Google et puis vous créez un compte et vous avez accès à tous les principaux facteurs d'émission. Alors, je ne suis pas sûr que le facteur d'émission d'une paire de ski il y soit, mais il y en a plein d'autres que nous on utilise au quotidien. Une notion importante dans le bilan carbone qui est même structurante, c'est le périmètre, parce que en fonction des flux finalement qu'on va mesurer et calculer, ben, on ne va pas avoir le même bilan carbone. Donc pour ça, on découpe ce périmètre en 3 scopes. Donc le scope 1, en gros, il faut imaginer que vous mettez une cloche sur une entreprise ou sur une station de ski, par exemple, et tous les gaz physiquement qui pourraient s'échapper de cette cloche, en fait, ben, ça constitue les gaz à effet de serre du scope 1. Donc par exemple, j'ai une voiture thermique qui brûle du gasoil. Ce qui ressort pour le pot d'échappement, c'est vraiment du CO2 physique. Donc là, c'est du scope 1. Le scope 2, c'est tout ce qui est lié aux consommations énergétiques, mais qu'on ne produit pas sur notre site. Par exemple, quand je fais tourner ma machine à café, il n'y a pas de CO2 qui sort de ma machine à café. Par contre, l'électricité qui a été nécessaire pour faire tourner ma machine à café, elle a été produite dans une centrale nucléaire à côté de chez moi et avec émission de CO2. Donc là, c'est ce qu'on appelle le scope 2. Et le scope 3, c'est tout le reste de ce qu'on peut mesurer, et ça va très 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 loin. Donc ça peut être tout ce qu'on achète, qui rentre dans l'entreprise, tout ce qu'on vend, qui sort et qui est utilisé. Par exemple, dans le bilan carbone d'une voiture, on va mesurer toute l'essence qu'elle consomme sur toute sa durée de vie.
Et donc le scope 3 d'un Renault ou d'un Stellantis, il est majeur en fait dans son empreinte carbone. Ça peut être les déplacements, des choses que vous connaissez, je pense tous, et la fin de vie des produits, donc les déchets, etc. Donc voilà pour le périmètre et voilà ce que nous on étudie. Un petit exemple de facteur d'émission, je vous ai mis là, du coup on en parlait tout à l'heure. Donc par exemple, pour 1 kWh d'énergie au fuel, bah, ça émet 320 grammes de CO2. Électricité, ce que je vous disais tout à l'heure, voilà, c'est 59. Ça dépend des années, parce que des fois, on utilise en France, en tout cas, on utilise des centrales à charbon, donc ça fait augmenter le facteur d'émission. Par exemple, l'année dernière, il y en a pas mal qui ont tourné, comme les centrales nucléaires étaient en maintenance, et du coup, il est possible qu'ils passent à une centaine de grammes par CO2. Voilà, le processus du bilan carbone, ça ressemble beaucoup à un processus d'amélioration continue. Donc une flèche hyper importante là, en orange, c'est sensibiliser les parties prenantes. Et c'est vraiment ça un message clé, nous, c'est d'embarquer tout le monde dans la démarche, parce que sinon, s'il y a 2 personnes dans la démarche, en gros, il n'y a pas de démarche. Donc la première étape, c'est une fois qu'on a convaincu le client, bien sûr, qui est l'étape la plus difficile, j'ai envie de dire, c'est de convaincre les gens de passer à l'action. Une fois que c'est fait, il faut nommer un pilote et puis se fixer des objectifs. Donc par exemple, je suis une station de ski, moi je veux répondre à l'objectif de la DSF, donc je veux un plan d'action qui me mène à être neutre en carbone en 2037. Ensuite, une fois qu'on a cet objectif et cette équipe projet, j'ai envie de dire, on cadre bien le périmètre du bilan carbone. Où est-ce qu'on veut aller? Est-ce qu'on veut faire que du scope 1-2, du scope 1-2-3, etc. Donc un vrai bilan carbone petit r, c'est scope 1-2-3, et ça, c'est pas discutable. Ensuite, une phase de collecte des données qui peut durer, je dirais, entre 2 et 3, 4, 5 mois, ça dépend. Là, en fonction de la maturité de l'entreprise et de la facilité à aller chercher la donnée, ça peut prendre plus ou moins de temps. Et une fois qu'on a toutes ces données, nous, on les traduit en émissions de CO2, ce qui permet d'avoir une belle cartographie des émissions. Et ensuite, une fois qu'on a une belle ventilation, nous, on n'aime pas trop donner des solutions aux clients, on aime bien les faire trouver leurs solutions à eux, donc on est plutôt des facilitateurs ou des animateurs d'ateliers. Et je vais vous montrer après un exemple concret de quelques actions qu'on a pu trouver avec la Compagnie des Pyrénées. Donc là, c'est ce qu'on appelle la co-construction du plan d'action qui permet, en gros, aujourd'hui, je suis à 10 tonnes et je veux aller à moins 37% dans 5 ans. Donc, qu'est-ce que je mets comme action pour... J'ai du mal avec le reflet de la vidéo, mais pour y arriver, vous avez bien compris. Et ensuite, il y a un livrable final qui permet de faire... de capitaliser sur les données et surtout de les communiquer. C'est vrai que là, il n'y a pas dans la méthode, il n'y a pas l'aspect communication, mais c'est au moins, à mon sens, aussi important que la sensibilisation. Donc voilà à quoi ça ressemble un bilan carbone. Donc c'est pas compliqué, mais ça nécessite un peu de méthode, un peu de rigueur et surtout, je pense, un peu de temps et une équipe. Comment ça s'est passé? Nous, la Compagnie des Pyrénées, donc c'est un de nos premiers clients, parce que j'avais prévu de me déguiser aujourd'hui, mais moi je suis assez amateur de ski de rando, de trail, de rando, de raid, etc. Et du coup, on a un peu de réseau aussi avec Benjamin, mon associé dans les Pyrénées. Donc on a eu la chance d'accompagner une dizaine de stations de la Compagnie des Pyrénées là, il y a 2 ans. Donc, je vais vous dire un peu comment on s'y est pris, et vraiment de manière très concrète. Donc, nous, on était formés à la méthode bilan carbone, et c'est ce qu'on voulait appliquer. Et puis, à peu près en même temps, il y a l'ADEME qui a sorti un guide sectoriel. Donc, il y en a une quinzaine disponibles sur le site de l'ADEME qui explique, vous voulez faire un bilan carbone dans le secteur de l'habillement, du tissu, vitivinicole, je crois, il y a de la chimie, etc., du tertiaire. On vous conseille de faire ça. Donc là, il y a des acteurs qui sont mis autour de la table, là, notamment 3 stations. Donc je crois qu'il y avait le Grand Bornand, la Clusa et Tignes, si je ne dis pas de bêtises, plus quelques acteurs des sociopros, plus quelques équipementiers, et plus 2 bureaux d'études, notamment, je pense à Utopie, que je salue là, et ERCOP, qui ont fait un gros travail et qui ont donné des préconisations du coup pour réaliser un bilan carbone dans une station et dont on s'est beaucoup inspiré et je les remercie pour ça. Et en gros, pour résumer, ils préconisent de splitter un bilan carbone en 3 entités. Donc la partie visiteur, qu'est-ce que ça génère comme émission, la partie domaine skiable et la partie collectivité. Donc, ce qu'on a fait, c'est-à-dire que pour nos 10 stations de ski, en gros, on avait 3 entités. Donc, au level, c'est comme si on avait fait 30 bilans carbone. Et là, je ne sais pas où j'en suis niveau timing, mais j'ai très envie de vous proposer
de me dire, à votre avis, du coup, quel est le poids en émissions de CO2 sur une base 100% des visiteurs du domaine skiable et des collectivités. Alors, je sais pas, Estelle, est-ce qu'on a le temps ou est-ce qu'il faut que je... Non, non, ouais, on a le temps, pas de souci. On est dans les Alors, je temps. regarde le chat, juste d'après vous, en gros, pourcentage des émissions de gaz à effet de serre d'une station qui sont dues aux visiteurs, donc au domaine skiable et aux collectivités. Ouais, domaine skiable 20%. Ouais, c'est difficile, hein. 70%, ouais. Ouais, Jérémy, je vois qu'il y a un expert. Ouais, vous êtes pas mal. Vous êtes pas mal. La grosse partie, c'est les visiteurs, en effet. Alors, c'est au-delà des 70% dans ce cadre-là, parce que c'était 3 grosses stations internationales. Du coup, sur ces 3 stations, qui avaient donc la Clusaz, Tignes et le Grand Beau, 88% est imputable aux visiteurs, 3% au domaine skiable et 9% à la collectivité. Les résultats pour la Compagnie des Pyrénées. Donc, regardez à gauche déjà, le guide sectoriel, il propose cette infographie que vous avez déjà probablement vue ou pas, mais vous la retrouverez du coup sur Internet. Elle est pas mal, elle explique en gros en moyenne ce qui a été étudié dans le guide sectoriel, c'est ces émissions-là, en fait, pour une journée de ski en moyenne, voilà, c'est 48,9 kg de CO2. Nous, ce qu'on a mesuré chez NP, donc c'est un peu différent. NP, c'est le réseau commercial de la CDP. C'est un peu différent parce que les stations n'étaient pas du tout de la même ampleur et de la même envergure, donc c'était plutôt un ski local. Donc les visiteurs avaient un peu moins de poids du coup par rapport au global. Donc on avait 78% impacté aux visiteurs, 8% au domaine skiable et 14% aux collectivités, donc un peu plus au domaine skiable et un peu moins aux visiteurs. Et j'ai mis le top 3 à chaque fois des émissions de CO2. Donc pour les visiteurs, on retrouve, bien merci pour le lien Lucie, super. Pour les visiteurs, on retrouve sans surprise les déplacements, le logement, la restauration et le matériel. Donc c'est ça qui pèse lourd. Donc plus les déplacements dans les stations alpines, parce qu'effectivement on vient de loin, et un peu moins les déplacements dans les stations pyrénéennes, parce qu'on vient de moins loin. Le domaine skiable, ce qui impacte, c'est l'énergie. L'énergie consommée, donc que ce soit l'électricité pour les remontées ou le fuel pour les engins et les dameuses. Il y a beaucoup d'immobilisation aussi parce que tout le parc des remontées, du coup, il coûte cher, il est compliqué à fabriquer, etc. Et du coup, ça émet beaucoup de CO2. Et il y a les achats aussi, les achats qui sont nécessaires pour entretenir les machines, pour la maintenance des remontées, etc. Et collectivité, donc pareil, un des premiers postes, c'est la consommation d'énergie. Donc là, il y a du gaz en plus pour chauffer les bâtiments de la collectivité. Donc gaz, fuel, électricité. Il y a tous les achats. Et puis là, on a relevé aussi pas mal de déchets parce que la collectivité doit être responsable des déchets de son secteur. Je ne rentre pas en détail dans les chiffres parce que j'ai préparé ça il n'y a pas très longtemps et je n'ai pas demandé l'aval non plus à la Compagnie des Pyrénées pour publier les chiffres. Donc, je ne mets pas les chiffres. Les actions concrètes, c'est pareil, j'ai masqué un peu les projections parce que je n'ai pas demandé l'autorisation du coup, tout simplement. Mais je trouvais ça intéressant de vous donner quelques exemples de pistes d'action du coup qui sont ressorties du groupe de travail. Donc, il y a des actions d'efficacité, de sobriété, comme rallonger la durée de vie des remontées mécaniques, choisir des fournisseurs bas carbone. Donc ça, je me permets de les mettre parce que c'est des actions un peu standards. On peut trouver des actions de sensibilisation. Donc, si on veut embarquer effectivement une équipe dans la décarbonation, bah, c'est bien qu'ils sachent pourquoi c'est important de le faire. Donc, nous, on propose beaucoup de fresques du climat et ça marche plutôt bien. Ensuite, il y a des actions plus opérationnelles, donc sur la formation à l'éco-conduite des dameuses, par exemple. Comment on pourrait limiter la production de neige, donc avec des systèmes de monitoring. Comment mieux utiliser les dameuses, comment trouver des carburants alternatifs aux dameuses. Monitorer aussi tout ce qui est dépenses énergétiques. Donc ça, c'était pas encore en place. Il y a certaines stations sur lesquelles c'était en place, mais pas toutes.
Et puis, il y avait aussi qui était ressorti là, la production d'énergie renouvelable, qui est un peu plus bas carbone que l'énergie du réseau. Et ensuite, ça peut être d'autres actions qui vont au-delà de l'opérationnel. Donc, par exemple, c'est aller chercher des aides pour isoler les logements dans des plans mis en place par la région, par exemple. J'avais trouvé ça pas mal aussi, allouer un budget au forfait pour aller chercher des sous pour justement mettre en œuvre ce plan d'action. Parce qu'un des freins à passer à l'action, c'est que bah, chaque action, elle a un coût. Hein. Si l'éco-conduite des dameuses, par exemple, bah, il faut payer la formation. Et donc, on s'était dit, ben, pourquoi pas sur chaque forfait, on avait fait un calcul. Hein. Donc, si on mettait 6 centimes par forfait, hop, on prenait ce budget-là et on l'allouait et à la fin de l'année, du coup, ça fait 120 000 euros. Et ce qui permet de faire des choses intéressantes, en tout cas sur les actions de décarbonation, d'améliorer la gestion des déchets. Donc voilà quelques exemples de pistes concrètes. Donc nous, on va beaucoup plus loin une fois qu'on a ces actions-là. Nous, on les chiffre. Donc combien ça rapporte en CO2, combien ça coûte, c'est quoi le ROI, s'il y a des notions de retour sur investissement. Et on met une échéance. Enfin, c'est surtout le client qui met, lui, son échéance parce que c'est lui qui sait quand est-ce qu'il met en place cette action. Et c'est ça qui définit en fait et qui dessine notre trajectoire de décarbonation sur le long terme. Le retour d'expérience, du coup, maintenant sur la Compagnie des Pyrénées. Donc ça, on l'a construit avec eux. Donc, ce qui ressort, c'est qu'il y a besoin de compétences pour réaliser l'exercice. C'est compliqué de s'y lancer tout seul, quoi, parce que c'est quand même un peu technique. En tout cas, le premier exercice est difficilement réalisable tout seul. Il y a besoin d'un sponsor pour motiver les troupes. C'est le directeur général de la CDP qui avait appuyé sur le bouton et avec l'aide de tous les directeurs de station. Quand je dis appuyer sur le bouton, c'est motiver ses troupes et puis signer le chèque aussi. Ce qui a bien marché, c'est qu'on a eu la chance d'avoir une équipe en face de nous et un collectif. En fait, on a fait tous les bilans carbone ensemble en même temps avec tous les responsables QSE des stations. Donc ça, c'était vraiment hyper intéressant et hyper puissant. Il y a besoin de moyens, donc ça va avec le sponsor, mais si vous faites accompagner, il faut compter à peu près 10 000 euros d'accompagnement pour une station en moyenne, mais juste pour avoir le bilan et le plan d'action. Le bilan carbone, c'est les 100 premiers mètres du marathon. Donc, c'est la phase visible de l'iceberg. C'est-à-dire qu'après, une fois qu'on a fait le bilan carbone, qui peut être un exercice quand même qui prend un certain temps et qui prend un certain coût, ben, on n'en est qu'au début en fait. Et le plus intéressant et le plus long, c'est ce qui va se passer après. Comment on met des actions en place. On a eu beaucoup de difficultés à embarquer les collectivités, clairement. On n'a pas été bon. Bon. Du coup, quand je dis on, je m'inclus dans le collectif, hein, mais on n'a pas réussi. Hein, ils n'ont pas répondu. Je ne sais pas si on a mal communiqué ou pas, mais voilà. On a senti une certaine crainte sur la communication. C'est un peu ce qu'on ressent sur beaucoup de clients. En gros, ils font plein de super choses, mais ils ont peur de communiquer dessus parce qu'ils ont peur de se faire traiter de ski bashing, voilà, en l'occurrence. Et le dernier point qui me fait beaucoup plaisir, c'est qu'un an après leur premier bilan carbone, la CDP nous a sollicité là, en début d'année pour mettre à jour leur bilan carbone et piloter son plan d'action. Et ça, pour moi, c'est une victoire parce que il y a, je dirais, à peu près 10% seulement qui nous sollicitent pour passer à l'action après. Et c'est un sujet sur lequel on travaille avec la BPI, la DAME, etc. C'est comment on fait passer à l'action. Donc voilà ce que je peux vous raconter pour le retour d'expérience. Et là, pareil, pour les limites du bilan carbone. Donc je suis allé hyper vite parce qu'en 15 minutes, on ne peut pas creuser. Mais d'après ce que vous avez compris de ce que je vous ai expliqué là, du coup, qu'est-ce que vous voyez comme limite à cet exercice-là? Donc, on peut prendre pareil 30 secondes, une minute en nuage de mots, puis après, moi, je vous dirai, moi, celle que je vois sur le terrain, si ça vous va. Et si on est bon aussi au niveau timing, Estelle? Ouais, on a encore 3 minutes. Bon, après, c'est ma dernière planche. Mm. De toute manière, on pourra échanger plus longuement après le retour d'Audrey aussi de la Plagne, ou pour qu'on ait un vrai moment d'échange sur ces sujets-là. On pourra approfondir si besoin. Ouais, c'est qu'un outil. Et j'aime bien il faut des prises de décision. Et ça me fait penser qu'en introduction, je voulais parler de la thématique du jour aussi, qui était gouvernance et résilience. Et nous, l'action que j'ai pas mise là derrière, mais que nous, on préconise tout le temps, c'est mettre en place une gouvernance justement pour piloter ces émissions. C'est complexe pour ne rien oublier.
En effet. Et en plus, bah, je l'ai noté tout à l'heure aussi, on en est à la préhistoire de la compatibilité carbone, donc il y a encore beaucoup de facteurs d'émission qui nous manquent aujourd'hui. Même si il y en a plus de 10 000 dans la base de données, il n'y en a pas beaucoup en fait. Risque et pas d'action concrète par la suite. Ouais, ça rejoint la prise de décision en fait. En fait, des actions concrètes, alors ça dépend des bureaux d'études, j'ai envie de dire. Et nous, on délivre à chaque fois un plan d'action très conséquent, mais on ne peut pas réaliser les actions à la place du client, quoi. Donc, s'il n'y a pas une décision forte et une gouvernance derrière qui valide, c'est effectivement une des limites. C'est invisible. Alors, je veux bien des détails sur le mot invisible. Est-ce que c'est en termes de com ou en termes de... Et la difficulté de ne pas s'arrêter au simple bilan. Ok. Je vous mets, moi, ce que j'ai en tête, là, ce que j'observe sur le terrain. C'est OK, on fait un bilan carbone, mais est-ce que vraiment ça suffit pour justement s'assurer d'une résilience du territoire? Donc là, on parle des montagnes, par exemple. Est-ce qu'il ne faut pas aussi regarder les autres limites planétaires? Donc ça, c'est une vraie limite. Des fois, on peut conseiller des actions bonnes pour le carbone, mais qui ne sont pas bonnes pour la biodive, par exemple, ou pas bonnes pour les ressources. J'ai un exemple très concret, du carton recyclable. En fait, en carbone, il est plus élevé que du carton neuf. Du coup, on aurait tendance à préconiser à nos clients d'acheter du carton neuf ou du carton recyclé. Alors qu'au final, il y a tellement d'impact derrière à acheter du carton neuf qu'on n'utilise pas dans le bilan carbone. On a la préhistoire du bilan carbone, ce que je disais tout à l'heure, ou même de la comptabilité carbone au sens large. Et du coup, on a des incertitudes assez élevées quand même sur certains facteurs d'émission. Et c'est difficile de comparer deux bilans carbone parce que si c'est pas fait par le même bureau d'études ou avec les mêmes hypothèses ou le même périmètre, ça marche pas, quoi. Euh, et là, le bilan carbone, du coup, on parle d'atténuation et pas d'adaptation. Du coup, je voulais mettre ce point d'intérêt aussi sur la table parce que pour des territoires comme la montagne, par exemple, est-ce qu'on ne ferait pas mieux de travailler sur l'adaptation en priorité, sachant que dans tous les cas, ça se réchauffe et ça change. Le bilan carbone ne prend pas en compte l'impact de notre activité. C'est-à-dire qu'une entreprise qui fabrique des voitures thermiques, qui a le même impact carbone qu'une entreprise qui fabrique des vélos, ben, avec le bilan carbone, on ne peut pas les différencier. Donc pour ça, nous, on aime bien valoriser ce que fait l'entreprise. Par exemple, une entreprise comme la mienne, elle permet de réduire des émissions de CO2. Donc, on pourrait estimer que nous, c'est pas très grave si on émet du CO2, sachant qu'on permet d'en réduire. Mais ça, c'est pas dans le bilan carbone. Enfin, actuellement, en tout cas, on y travaille avec la méthodo. Ça n'engage pas dans une démarche de réduction, donc ça rejoint un peu les commentaires, effectivement. À la fin du bilan carbone, on a un bilan des actions, mais c'est pas ça qui va impulser la mise en action. Et aujourd'hui, malheureusement, la réglementation, elle est peu contraignante. Pour les grosses entreprises, ils doivent faire un bilan carbone, c'est la seule obligation qu'ils ont, ils doivent le déclarer. Mais ils ne doivent pas s'engager sur une trajectoire, ils ne doivent pas mesurer tous les ans, etc. C'est tous les 4 ans pour aujourd'hui, donc c'est pas foufou. Et voilà, c'est là, je crois que j'ai terminé. Et je vois David qui a réagi sur le fait que ce soit invisible. Tout est forfait ne se voit pas forcément. Ok. Du coup, merci. Là, je crois que Ouais, j'ai atteint mon quota de temps. Merci pour votre écoute. Et du coup, si vous avez des questions, on y passera tout à l'heure. super. Merci beaucoup. Je vais laisser la parole à Audrey Lacombe de la Plagne, puisqu'il y a eu un bilan carbone effectué sur la destination, enfin, justement à l'échelle de la destination. Et donc, elle va nous présenter, enfin, faire son retour d'expérience de son côté. Du coup, tu peux enlever ton partage d'écran si tu veux, Fred. J'essaye. Arrêter le partage. Tac. Parfait.
Et donc, Audrey, oui, en fait, c'est à moi de partager ta présentation. Donc, je vais, Faire faire aussi. hop, donc, je vais partager moi. Hop, je vais insérer dans ma thèse. Merci, Estelle. Eh ben oui, donc du coup, moi je suis donc Audrey Lacombe, chargée de projet RSE à l'Office de tourisme de la Grande Plagne et référente Flocon Vert, et puis en charge de piloter la démarche de transition à l'échelle du territoire, sachant qu'à la Plagne, du coup, on a un comité de pilotage pour tout ce qui est lié à la transition, qui regroupe le syndicat intercommunal de la Grande Plagne, les 3 communes de la Plagne, la communauté de communes, les remontées mécaniques et l'office de tourisme. Et donc, c'est à l'initiative du comité de pilotage que le bilan carbone a été réalisé. Donc, on avait 3 objectifs dans la réalisation de ce bilan. C'était de disposer d'un état des lieux, dans un premier temps, de notre impact. Donc, connaître notre impact et puis avoir une base de connaissances communes entre tous les acteurs du territoire. Connaître les grands ordres de grandeur pour pouvoir prioriser derrière des actions de réduction. Et puis, disposer d'un outil de suivi à travers le temps. Le deuxième objectif, c'était aussi de fédérer autour de la démarche du bilan carbone et de co-construire un plan de réduction. Donc pour ça, il y a eu des enquêtes de réaliser, on a fait des ateliers aussi, comme c'était mentionné avant par Take Air. Nous, on a travaillé avec Utopie et donc on a eu pas mal d'ateliers suivant le bilan carbone pour travailler ensemble. Donc voilà, fédérer les acteurs, mutualiser un peu les compétences sur le territoire pour être le plus efficace possible. Et puis croiser les expériences, les points de vue, créer aussi de l'échange entre les différents intervenants, voilà, sur le territoire. Et puis en troisième point, c'était développer un plan d'action de réduction, évidemment, à la suite de la réalisation du bilan carbone. Tu peux passer à la slide suivante si tu veux, Estelle. Donc, je voulais revenir voilà, sur le planning et la méthodo. Donc, nous, on a travaillé avec le cabinet Utopie, selon la méthode bilan carbone, voilà, avec scope 1, 2, 3. Le périmètre qui avait été sélectionné, donc c'était l'activité touristique de la Plagne. Donc, ça intégrait voilà, domaine skiable, visiteurs, collectivités, les 3 collectivités pour nous. Et puis, on a sorti en fait du périmètre d'études tout ce qui était lié aux habitants locaux. Voilà. Et au niveau du planning, donc on a commencé en août-septembre 2022 pour la collecte de données. On a été assez timé, c'était normalement 1 mois de collecte, 1 mois et demi. Voilà, ça a un peu débordé, mais c'était vraiment short. Après, on a fait donc le calcul a eu lieu pendant donc le mois d'octobre. En novembre, on a eu la restitution d'un dashboard climatique au niveau du COPIL, et puis on a présenté les premiers résultats en réunion de début de saison à tous les socioprofessionnels du territoire en décembre. Ensuite, en janvier-février, on a commencé à travailler un plan d'action de réduction. Donc, il y a eu d'abord une phase de questionnaire qui a été envoyée aux socioprofessionnels du territoire pour recueillir un peu des idées d'action. Avec à chaque fois, on demandait le coût estimé, délai, difficultés techniques, acceptabilité et potentiel de différenciation. Et puis, on a travaillé après sous forme d'ateliers, 2 ateliers. On a essayé d'inviter une diversité d'acteurs différents. Et voilà, donc un atelier qui était plutôt une phase d'idéation d'idées, et puis après un deuxième atelier pour creuser chaque idée et voir comment les mettre en œuvre sur le territoire. Tu peux passer à la slide. Ouais. Donc voilà, nous, les résultats du bilan carbone, c'était, là j'ai mis les grands poids de répartition. Donc c'était 88% les visiteurs, 9% le domaine skiable et 3% les collectivités. Et pour les visiteurs, 67% c'est le transport, 22% les repas, 6% l'énergie du bâtiment. Et sachant que, voilà, en général, le transport, c'est même encore plus, mais à la Plagne, on a quand même une majorité de clientèle française. On a 70% de clientèle française. Donc voilà, c'est quand même un impact énorme. Voilà, puis après, dans le domaine skiable, on a les remontées mécaniques, le damage et la
neige de culture qui arrive en dernier. Et au niveau de la collectivité, énergie, déchets, sachant que nous, les déchets, on n'a pas pu dissocier voilà, quels déchets provenaient des visiteurs et de la collectivité. Enfin, donc voilà, c'est tout et c'est peut-être un peu surélevé. Et les déplacements. Et donc, en retour d'expérience sur comment ça s'est passé, si tu veux. Ouais. Et ben, donc, je vais peut-être commencer par les axes un peu de progrès. Nous, c'est vrai que au niveau de la collecte de données, c'était quand même très fastidieux selon les structures. Autant côté domaine skiable, c'était très structuré et ça a été très complet dans la collecte de données. Autant sur d'autres structures, c'était beaucoup plus compliqué et du coup, la précision de certaines données n'est pas la même. Donc après, je ne sais plus comment exactement Utopie a fonctionné, mais je crois qu'ils reprenaient aussi des moyennes, des matrices qu'ils avaient l'habitude d'avoir pour des données qu'on n'avait pas pu fournir. On se rend compte après qu'en interne, c'est hyper difficile à piloter au final. En tout cas, dans l'idée, on voulait pouvoir assurer le suivi nous, mais je pense que dans tous les cas, on devra faire appel à un cabinet pour renouveler ce bilan parce qu'on n'a pas les compétences en interne aujourd'hui. Et voilà, et puis que c'est quand même assez difficile. On parlait de communication tout à l'heure. En effet, c'est heureusement qu'on a été accompagné aussi par Utopie, mais c'est assez compliqué derrière de répondre aux questions sur le bilan carbone parce que c'est tout de suite très technique. Et puis, on a quand même eu des difficultés à impliquer les socioprofessionnels, mais c'était aussi dû au timing qu'on avait pour la collecte de données. Du coup, on a eu un faible retour de leur part. Et après ça, on a réussi à en impliquer certains dans des ateliers de travail, mais c'est vrai qu'on a du mal à maintenir le rythme pour les garder régulièrement dans des ateliers de travail. Mais pour autant, voilà, c'est nous, le résultat du bilan carbone, c'est quand même... ça nous a permis de justifier aussi certaines prises de décision, de mieux connaître les grands ordres de grandeur de notre impact. Typiquement, là, j'avais mis un petit peu l'exemple pour l'impact du transport des visiteurs. C'est que nous, on a 70% de la clientèle, des nuitées, qui sont donc par des Français, et ça représente 51% de l'impact carbone. Après, on a 15% de nos nuitées, c'est des Anglais et ça représente 25% de l'impact. Et puis après, le 1% de autres qui représente des origines géographiques plus lointaines, c'est 5% de l'impact déjà. Donc en fait, ça permet aussi de se dire que oui, c'est justifié d'arrêter d'aller faire de la promotion auprès de marchés lointains, de rester sur les marchés proches France. Donc ça permet de justifier et d'illustrer vraiment des prises de décision. Après, au niveau des ateliers de co-construction, ça a été un travail super intéressant et ça nous a permis de proposer des actions, de prioriser ces actions en fonction de l'impact qu'elles avaient, en étant accompagnés quand même d'Utopie qui nous a bien aidés pendant toute cette phase-là. Et donc, on a eu, pareil, une restitution avec plein d'idées, plein d'actions qu'on a réussi à faire remonter derrière sur notre plan d'action de transition de destination. Et puis, ça nourrit un peu les plans d'action du territoire au fur et à mesure. Au niveau de la sensibilisation, c'était un super travail aussi parce que donc on a été accompagné. Utopie a fait donc des temps de sensibilisation au bilan carbone, au dérèglement climatique, en comité de pilotage. On a fait un webinaire pour les socioprofessionnels dans le cadre de la collecte de données. On avait fait une vidéo qui a été diffusée via le dossier de presse de la Plagne et qui est aussi sur notre site internet. Et puis, il y avait aussi une intervention pendant notre réunion début de saison de destination. On a aussi été accompagné après à une formation en communication responsable et notamment à savoir expliquer au mieux le bilan carbone, les résultats du bilan carbone de la Plagne. Et puis, ça a permis de dynamiser le COPIL et de déployer des actions. Nous, on a quand même, à la suite de ça, pu travailler sur des actions plus concrètes et commencer en tout cas à mettre en œuvre certaines actions de réduction avec
voilà, la stratégie de covoiturage sur la Savoie. On a posé la réflexion sur l'autopartage sur le territoire. Donc il y a une maison des propriétaires qui s'est créée sur la Plagne pour accompagner, mettre en relation les propriétaires d'appartements et puis les entreprises du territoire qui travaillent dans la rénovation, voilà, pour essayer d'aider à la rénovation énergétique des bâtiments. Et puis, on a formé des sous-groupes de travail du COPIL pour travailler sur des questions spécifiques et notamment celle de la communication et de la sensibilisation sur le territoire. Donc voilà, ça a été quand même un point qui a permis de dynamiser la démarche du territoire. Donc, on recommande de faire ce bilan carbone. Top, merci beaucoup Audrey. Je pense que c'était assez clair aussi et intéressant d'avoir le retour d'un territoire sur ce sujet-là. J'imagine que ces présentations, elles ont soulevé certaines questions. Est-ce que parmi les personnes qui sont présentes et qui suivent ce webinaire, vous avez des questions? Il y a Delphine qui demande une précision sur le timing à Audrey. Le démarrage a eu lieu en août 2022. Et combien de temps vous avez mis pour avoir les résultats? On a eu les résultats en décembre, du coup. Novembre en copil et on les a présentés en décembre 2022. C'est relativement rapide. Ouais, c'est allé très vite. Mais la phase de collecte a été assez rapide et c'était dur justement de collecter toutes les données qui nous étaient demandées, quoi. Ok. Et moi, j'ai reçu une question par mail avant ce webinaire-là de quelqu'un qui s'interrogeait sur la mise à jour de ce bilan carbone. Est-ce que c'est pertinent? À quelle fréquence c'est le plus approprié de mettre à jour ce bilan carbone pour justement avoir une vision sur les résultats des actions qui ont été mises en place? Ouais, du coup, je vais peut-être prendre la parole là. Donc la mise à jour, déjà pour ceux qui sont obligés par l'obligation réglementaire, c'est tous les 4 ans. Mhm. Maintenant, moi, ce que je conseille à nos clients, c'est pas de refaire un bilan carbone tous les ans. Parce que Audrey l'a vécu, je pense que c'est une phase qui n'est pas hyper sympa, c'est pas la plus sexy et la plus intellectuellement intéressante. Donc une fois qu'on a fait son premier bilan carbone, ce qui est vraiment important, c'est de faire un vrai premier bilan carbone qualitatif. Et là, on a son note T0. Et après, moi, ce que je dis, c'est plutôt de refaire son bilan carbone un an après. Je pense que la bonne maille, c'est un an, de se poser tous les un an quand même pour voir un peu ce qui s'est passé. Donc moi, je dis à tout le monde, ne refaites pas un bilan carbone. Par contre, chiffrez les actions que vous avez réalisées. Et puis, vous les déduisez de votre bilan carbone que vous avez fait l'année dernière, quoi. Par exemple, si vous avez supprimé toutes vos unités de l'international, vous savez que vous avez réduit tant de pourcents vos déplacements, en fait. Et là, hop, vous mettez à jour votre bilan carbone, mais vous voyez la différence de philosophie, c'est on n'est plus sur de la mesure, on est sur de l'action. Mhm. Et d'où l'importance d'avoir un système de management ou de pilotage ou une équipe projet, ce que vous voulez, et de se voir. Nous, ce qu'on fait avec la CDP, par exemple, c'est tous les trimestres, en fait, on anime une réunion, on facilite une réunion avec le collectif qui s'est créé, Mhm. et on prend pendant 3 heures, on rebalaye le plan d'action, où vous en êtes sur chaque action. Donc, une action, par exemple, qui rapporte 1 tonne de CO2, elle avance à 10%, on fait l'hypothèse qu'elle rapporte 0,1 tonne de CO2. Et au final, du coup, on met à jour finalement le bilan carbone tous les 3 mois, basé sur un delta avec les actions mises en place. Et pourquoi je préconise ça de manière très, très forte, c'est que là, on parle action et on n'est plus dans la mesure, dans la collecte, etc., qui sont des mots qui ne font pas trop rêver. Là, on est vraiment dans l'action. Donc, même si ce n'est pas précis ou ce que vous voulez, les chiffres, en fait, c'est pas grave. Le but, c'est de passer à l'action. Et quand on mesure la progression des actions, on est super fier parce qu'on gratte des CO2. Et donc, on se prend au jeu de réduire nos CO2. Ce mois-ci, là, enfin, ce dernier trimestre, trop content, moi j'ai mis ça en place, ça fait gagner 30 tonnes de CO2, quoi. Donc bravo, etc. Machin.
Donc, voilà. Et voilà. Et c'est pas clairement défini dans la méthode d'ailleurs, si on doit quand on doit redéclarer tous les 4 ans, c'est pas dit si on doit refaire une collecte ou si on peut faire comme je vous dis là. Ok. Et pour moi, ça convient tout à fait. Ce qui est important de refaire un bilan carbone, c'est quand il y a un changement de périmètre, Mhm. que ce soit organique ou d'activité ou ce que vous voulez. Si vraiment il y a un changement radical, ou la méthode bilan carbone, elle change, ou il y a un nouveau guide sectoriel, ou je sais pas quoi, bon, bah là, ça vaut peut-être le coup de se reposer pour repartir d'une bonne base. Sinon, de monitorer par l'action, enfin, pour moi, il y a rien de mieux. Ok, super, bah merci pour ta réponse. Et Jérémy qui demande quelle est l'adhésion de la participation effective des sociopros de la station. J'imagine que c'est plutôt pour toi, Audrey. On a eu très peu de répondants, je pense une trentaine. Alors sur le nombre de sociopros à la Plaine, c'était voilà, pas représentatif. Et après, au niveau des ateliers, on avait ciblé certains sociopros. Donc on a eu quelques sociopros qui ont participé, mais en fait, généralement, c'est souvent ceux qu'on voit toujours sur d'événements qui sont déjà sensibles et déjà engagés. Donc là, nous, notre enjeu aujourd'hui, c'est d'aller chercher ceux qui le sont moins. Et voilà. Mais pour la collecte, en tout cas, on n'a pas eu le retour espéré. Mais on avait aussi mis un timing assez serré. Ok. En complément, du coup, il y a Laura qui adresse aussi une question. Audrey, avez-vous réussi à avoir des données très précises ou avez-vous donné des données plus larges et le cabinet les a traduites? Ça répond, ça a déjà un peu répondu, puisque Laura commence son bilan carbone la semaine prochaine et c'est difficile d'avoir des données très précises. Oui, ben, en fait, ça dépend vraiment des acteurs mobilisés. Moi, j'étais plutôt en pilotage global. Je faisais le lien entre l'utopie et le territoire, mais du coup, je sais pas pour tous. Je sais juste que côté remontée mécanique, là, c'était très précis. Côté office de tourisme, on était plutôt sur des données financières qui servaient à générer aussi derrière des éléments pour le bilan carbone, mais c'était pas non, enfin, non, on n'était pas sur de la donnée très très précise. Et après dans les communes, je sais pas trop. Est-ce qu'il y a d'autres questions parmi les personnes qui sont là? On n'a plus beaucoup de questions pour le moment. En tout cas, moi, ce que je retiens et ce qui est intéressant, c'est de savoir que le bilan carbone, c'est pas uniquement un outil de mesure, mais en fait, c'est aussi toute une démarche derrière et que ça va plus loin. L'intérêt, c'est de pouvoir se fixer des objectifs, de les suivre, que ça rende beaucoup plus tangible un plan d'action. Euh, et ça nécessite l'implication de l'ensemble des acteurs du territoire et l'engagement euh, du coup qui va derrière et sur la partie mise à jour du bilan carbone, en fait, tu as bien répondu. Et effectivement, c'est intéressant de ne pas avoir forcément besoin de refaire un bilan global tous les 4 ans, mais juste d'ajuster les actions et ça probablement une, une action, enfin ça met davantage en action que de refaire l'ensemble de la collecte de données. Donc, de toute manière, tous les 3 supports qui ont été présentés, ils vous seront transmis. Nous, on reste en contact pour répondre à vos questions si vous en avez. Et pour certains d'entre vous, on se retrouve très rapidement puisqu'on a notre réductour dans 10 jours, un peu moins de 10 jours, une semaine même. Euh, et, hum, et ben, je vous remercie à tous de votre présence, aux 3 intervenants de la qualité de vos prises de parole. Moi, j'y vois aussi plus clair, donc j'ai aussi appris des choses, c'est chouette. Et ben, on se retrouve bientôt. Merci pour l'invitation. Merci. Et moi, j'assure le SAV, si jamais il y a des questions par mail, etc., n'hésitez pas.
Merci. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.